Voici plus de 15 ans que je sers cet homme avec une fidélité sans faille. J'ai été son aide de camp, son grand écuyer, son ambassadeur et maintenant son ministre des Affaires étrangères. Je suis allé avec lui jusqu'à Moscou. En avant! Premier peloton sur le flanc gauche! Il est parti avec 420 000 hommes, rejoint par 150 000, donc près de 600 000 hommes qui traversent le Niémen, et dont on évalue seulement à 15%, 15-18% le nombre de survivants. Donc c'est une horrible tragédie, c'est une défaite. J'ai parcouru les routes enneigées de la retraite à ses côtés. Je suis même rentré à Paris en traîneau avec lui. Nous étions tous les deux avec une petite escorte. Caulaincourt, vous êtes devenu totalement russe, me disait-il souvent. Il parle avec l'empereur. Ils vont passer 12 jours ensemble. Effectivement, un moment assez rare de se trouver pendant plusieurs jours seul à seul avec Napoléon, un peu désœuvré, et donc Napoléon lui parle. La partie traîneau ne va pas durer très longtemps parce que très vite le traîneau va se casser. Il parle, c'est vrai, il parle, et je pense que Napoléon ne l'écoute pas. Mais en fait, Napoléon ne parle pas à Caulaincourt. Napoléon se parle à lui-même, il essaie d'argumenter, il essaie de charpenter son argumentation, de justifier cette campagne de Russie qui a finalement été, mais on ne peut le savoir qu'à la fin, une grave erreur. On peut comprendre que cet homme qui a mené une armée colossale à Moscou et n'en sont revenus que 70 000 hommes épuisés après un désastre, un des plus grands désastres qu'elle connaît, soit un peu démonté par une telle catastrophe. C'est lui qui est responsable de tout ça. Il s'empresse de rentrer à Paris avec l'idée de reconstituer une nouvelle armée. Donc c'est vraiment pour continuer en réalité la guerre. Et il est accompagné d'Armand de Caulaincourt, un homme extrêmement intéressant qui a été ambassadeur de Napoléon à Saint-Pétersbourg, qui connaît bien Alexandre Ier, qui a d'ailleurs mis en garde Napoléon contre le danger de cette campagne dans laquelle il a vu une opération illégitime. Il l'a mis en garde aussi contre le froid, le rigoureux, l'hiver russe, mais Napoléon ne l'a écouté ni sur un point ni sur l'autre. Et c'est pourtant cet homme que Napoléon choisit pour rentrer à Paris. Pendant des jours, il m'a parlé et a écouté mes avis, mais il ne les a pas entendus. Armand de Caulaincourt est un personnage tragique de l'histoire de France, mais un personnage passionnant par la qualité de son caractère. C'était un homme droit, loyal, sentimental, franc, sincère, un très beau caractère. Oui, je sers Napoléon sans arrière-pensée. Je lui ai même sacrifié mon amour pour Adrienne. Il ne veut pas que je l'épouse parce qu'elle est divorcée. Je sers Napoléon, je lui sacrifie ce que j'ai de plus cher. Mais lui ne m'écoute jamais, et pourtant, il aurait dû. Après le désastre russe, voilà le désastre allemand. L'armée de Napoléon est écrasée à Leipzig. La campagne d'Allemagne commence bien pour Napoléon, il remporte quelques victoires, mais ce sont des victoires en trompe-l'œil, parce que ce sont des victoires qui ne lui permettent pas d'entamer véritablement la cohésion de la coalition. Et puis tout bascule au moment de l'entrée en guerre de l'Autriche, parce que l'Autriche apporte une armée nombreuse, elle apporte un soutien politique très important à la coalition, et au fond, la bataille de Leipzig, c'est un peu l'expression militaire de l'échec politique de Napoléon, puisqu'il se retrouve sur un petit terrain face à l'Europe entière. Il faut comprendre que l'Europe, elle ne peut plus supporter l'hégémonie de l'État français, enfin de l'Empire. Il y a le blocus continental, il y
il y a les invasions permanentes, il y a les occupations permanentes, il y a les obligations financières de guerre. Donc l'Europe finit par se coaliser, c'est le cas de le dire, c'est vraiment une coalition, mais avec leur anglais bien sûr, comme toujours, hein, mais qui va regrouper la Suède, la Prusse, l'Autriche, le Danemark, enfin tous les pays européens qui ne supportent plus cette hégémonie napoléonienne. Un mois plus tard, Napoléon m'a nommé son ministre des Affaires étrangères. Mais à quoi peut bien servir un ministre des Affaires étrangères alors que notre sanctuaire national est menacé? Les coalisés hésitent à entrer en France. Ils hésitent pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont le souvenir de 1792, où ils sont entrés en France face à une armée qui normalement était chaussée de sabots, très mal armée, etc. Et puis finalement, ils ont dû se replier. Deuxième raison d'avoir peur, c'est ce peuple français qu'ils ne comprennent pas bien. Est-ce encore le peuple de la Révolution, c'est-à-dire va-t-il se soulever contre l'envahisseur et soutenir Napoléon? Et puis leur grande peur, c'est évidemment leur adversaire principal, c'est-à-dire Napoléon. Napoléon les bat généralement à chaque engagement, et ils savent que là, Napoléon est le dos au mur, et donc il va donner dans la campagne le meilleur de lui-même. Et donc, bien qu'étant très supérieur en nombre, bien qu'étant pouvant pénétrer sur le territoire par plusieurs points, les Alliés vont y aller de façon extrêmement prudente. Triste étrenne pour ce 1er janvier 1814. Napoléon, à Paris, apprend que les troupes ennemies ont franchi le Rhin. Cette fois, c'est notre territoire qui est envahi et qu'il nous faudra défendre. Mais avec quelle armée? Sûrement pas avec ces jeunes d'à peine 18 ans, les Marie-Louise, à qui nous ne pouvons même pas donner d'uniforme. On a entre 17 et 18 ans pour les petits jeunes, et pour les anciens comme moi, 35-40 ans. On a confiance. On espère pouvoir montrer à nos aînés, les grognards, qu'on n'est pas des simples piou-piou, qu'on est des soldats aussi. Même si on ne sait pas manier le fusil pour la plupart, on va leur en montrer aux Prussiens. On va les sortir de France. Pour la première fois depuis 22 ans, en 1814, la France est à nouveau envahie. Et donc Napoléon en appelle à l'inspiration ou à l'esprit de 93 pour repousser cette coalition, dont les armées sont si nombreuses d'ailleurs qu'on ne voit pas comment un succès aurait été possible. La France devient courte en hommes. Jusque-là, c'est le pays le plus peuplé d'Europe avec la Russie, et donc les armées de la Révolution et de l'Empire sont constamment alimentées au fond par une conscription. Nous les Marie-Louise, on est équipés de pas grand-chose. On a une giberne avec la banderole, une baïonnette et le Charleville modèle 1777. Les nouvelles sont catastrophiques. Partout, les armées françaises reculent. Dole, Chalon-sur-Saône, Bourg-en-Bresse, Épinal, Chaumont, Langres, Mâcon, Dijon sont occupés. À l'autre bout de l'Empire, Murat, le flamboyant maréchal devenu roi de Naples, vient de signer un traité d'alliance avec nos ennemis. Quand je pense que ce fils d'aubergiste lotois doit tout à Napoléon, qu'il s'est marié avec l'une de ses sœurs, Caroline, et qu'il propose maintenant d'apporter 30 000 soldats à la coalition en échange du maintien de son trône napolitain pour lui et sa descendance. L'honneur des hommes est bien peu de choses face à leur ambition. L'empereur sait que maintenant son trône est en jeu. Sa dynastie aussi est menacée. Mais il sait ce que veulent les coalisés avant tout. C'est lui, c'est sa personne. Il n'a pas d'autre choix que de quitter Paris et marcher face à l'ennemi. Alors, le 24 janvier, il laisse le pouvoir à l'impératrice Marie-Louise et à son frère Joseph, celui qui a déjà perdu l'Espagne. Il laisse aussi derrière lui ses opposants, requinqués par ses malheurs. S'il ne gagne pas les batailles à venir, Napoléon est perdu. Au soir du 25 janvier, Napoléon retrouve son état-major à Châlons. Le 26 janvier, Napoléon arrive à Vitry-le-François pour prendre le commandement. Il y a retrouvé des maréchaux et des troupes épuisées, des troupes sans âme et sans chef. À tous, il veut communiquer son énergie.
Il n'a que 50 000 hommes pour manœuvrer. Qu'à cela ne tienne, dit-il, 50 000 hommes et moi, cela fait 150 000. On n'a pas trop envie de se battre, mais en même temps, il faut bien défendre le sol de la patrie. On ne veut pas qu'ils viennent chez nous, les Prussiens. On n'en veut pas. Mais j'ai entendu dire que l'empereur, il va réussir. Bon, ses capacités sans doute sont diminuées, même si la campagne de 1814 semble démontrer le contraire, puisqu'il retrouve en quelque sorte ses jambes de 20 ans à l'occasion de cette guerre désespérée, le dos au mur face à des armées coalisées bien supérieures en nombre, et on le dirait revenu à l'époque de la campagne d'Italie. L'empereur m'a demandé de me rendre à Lunéville pour tenter une négociation avec les Alliés. Je vais y passer 3 semaines, à attendre, sans que rien ne se passe. Mais je suivrai, fébrile, le début de cette campagne de France. Deux grandes armées veulent fondre sur les soldats de Napoléon, les Prussiens de Blücher et l'armée composée d'Autrichiens et d'Allemands commandée par Schwarzenberg. Et l'empereur prend l'offensive. Elle est fulgurante. Il bouscule le Prussien Blücher à Saint-Dizier, puis le lendemain le bat à Brienne, la même où tout avait commencé pour lui. Il y a eu le départ pour Brienne, quitter cette Corse, sa famille, ce petit monde de gens qu'il adorait, qui lui passaient tout, ses grands-mères, ses tantes, sa nourrice, l'oncle Luciano, tous ces bergers qui travaillaient pour eux, qui leur apportaient du fromage, du lait. Il était un peu le roi de ce petit monde, et puis à Brienne, il est tout seul, il est isolé. Napoléon défend son empire là où sa carrière a commencé. Il se retrouve à Brienne, là où il a été jeune élève à l'école militaire de Brienne, et puis il se retrouve à se battre le dos au mur, dans ces contrées qu'il a parcourues étant jeune. Et d'ailleurs, on dit que pendant cette bataille, justement, sa connaissance du terrain lui a été fort utile, et que ça a probablement été une belle journée pour lui, mais elle est suivie immédiatement d'une défaite très importante et probablement plus importante que le petit succès de Brienne. 2 jours après Brienne, l'empereur est battu à la Rôtière et réussit à se tirer du guêpier de justesse. Tout semble perdu. Et pourtant, l'état-major allié va commettre un excès de confiance qui lui coûtera cher. Alors, à la Rôtière, Napoléon subit le premier échec. La première bataille est une bataille perdue pour Napoléon. Et donc, par conséquent, les Alliés vont se dire, avec aussi peu de force à nous opposer, on vient de le battre, on le battra à chaque fois, puisqu'il a de moins en moins d'effectifs sous la main. Au fond, est-ce qu'on a bien besoin de continuer à marcher tous de concert ? Et c'est là qu'apparaissent au sein de l'état-major allié les grandes dissensions entre ceux qui voudraient avancer systématiquement, prudemment, c'est-à-dire le généralissime Schwarzenberg, et puis de l'autre côté, le Prussien Blücher qui lui veut marcher nach Paris et va pousser en quelque sorte l'armée alliée à faire l'erreur, à commettre l'erreur qu'il ne faut pas commettre contre Napoléon, c'est se diviser et marcher sans se coordonner. En fin de compte, d'après ce que m'a expliqué mon officier, le général russe, il ne s'entendait pas avec le général prussien. Alors au moment où le Prussien a décidé de venir l'aider, le Russe il a dit « j'ai pas besoin d'aide, c'est une toute petite armée en face ». En effet, on n'était pas nombreux. Mais quand l'empereur est arrivé et que la garde a donné, là le général russe, il a compris à qui il tombait. Napoléon a un œil d'aigle. Il voit immédiatement le bénéfice qu'il peut tirer de la division de ses ennemis. Lui est sûr de les battre. Nous en discutons et je lui propose de commencer en même temps à négocier. D'ailleurs, les Alliés ont l'air de vouloir le faire et proposent que des négociateurs se retrouvent à Châtillon-sur-Seine. J'y arrive le 7 février. Je dois dire la vérité, ce congrès de Châtillon ressemble à une farce. Dans ce congrès, on est au train simplement d'essayer d'évincer Napoléon. François II, qui est l'empereur d'Autriche, essaye de récupérer le fils de Napoléon. Et c'est pourquoi d'ailleurs Napoléon va dicter une lettre terrible dans cette maison où il dit qu'il préférait qu'on tue son fils
plutôt que de le livrer aux Autrichiens. Les instructions de Napoléon étaient claires. Il disait à Caulaincourt, vous ne signez rien sans mon accord. Le congrès de Châtillon a duré 3 semaines. Alors dès qu'il arrivait à faire un accord, un protocole avec les Alliés sur un point, sur un autre, etc., il envoyait des stafettes à Napoléon. Et en fonction des succès ou des échecs de la campagne de France, Napoléon était prêt à accepter ou refuser ce que proposait Caulaincourt. Bientôt arrivent des nouvelles extraordinaires. Napoléon remporte victoire sur victoire. Le dieu de la guerre commencerait-il à gagner son pari? Mais pour notre malheur, Castlereagh lui tient bon, un vrai Britannique. Le Premier ministre, Lord Liverpool, est un homme qui laisse totalement la liberté à Lord Castlereagh, son ministre des Affaires étrangères, de régler tous les problèmes au mieux des intérêts de la Grande-Bretagne. Après ces 3 semaines de victoires ininterrompues, Napoléon s'arrête pour 2 jours à Nogent-sur-Seine. Il arrive ici, vers 15 heures, il y croit encore, il est dans l'élan des combats, il est encore dans une démarche très positive. Malheureusement, c'est dans la soirée que l'accumulation des mauvaises nouvelles va se faire. Et donc, à partir de Nogent-sur-Seine, il va quitter son habit d'homme politique, il va redevenir le général, et vraiment un général de guerre. Il retravaille ses cartes, il ressort ses cires de couleur, ses épingles, il repositionne les troupes coalisées, il positionne ses troupes à lui, et c'est à partir de Nogent-sur-Seine qu'il va réinstaurer une stratégie. Il a confié de petits corps d'armée à ses maréchaux, Marmont, MacDonald, Oudinot et Ney. À Nogent, il a envoyé des courriers à tous ses généraux, extrêmement précis. Veuillez partir à telle heure de l'endroit où vous êtes, vous arriverez à telle heure à Champaubert ou à telle heure à tel autre endroit. Donc on voit bien qu'il faisait des calculs extrêmement précis. D'ailleurs, ça correspond à une phrase de Napoléon, il faut réfléchir lentement, mais agir vite. C'est contre eux que l'ennemi concentre à présent ses efforts. Ils savent que partout où Napoléon n'est pas présent en personne, ils ont une chance de l'emporter. Le 10 février, c'est la victoire de Champaubert. Sur les 12 000 hommes d'Olsoufiev, seuls 1500 échapperont au désastre. Les paysans de l'époque vont vraiment venir soutenir leur armée. Tous ceux qui ont des animaux, que ce soit des vaches ou que ce soit des chevaux, vont aider et atteler leurs animaux pour aider les troupes françaises à monter jusqu'à Champaubert. L'empereur exulte. Il est bien le seul. Au cours du dîner, il a cette phrase. « Encore 2 ou 3 victoires comme celle-là, et nous serons bientôt sur les bords de la Vistule. » Devant ses maréchaux qui se regardent atterrés, Napoléon ajoute « afin de signer une paix honorable sur les bords du Rhin ». Le 11 février, c'est la victoire de Montmirail. Alors la bataille de Montmirail est très spectaculaire au niveau stratégique, puisqu'au fond Napoléon n'avait que des soldats débutants, les fameux Marie-Louise, récemment levés, face à une armée probablement 5 fois supérieure, expérimentée. Et puis, tandis que les Prussiens et les Autrichiens se font corriger, un autre Anglais, Wellington, est entré en France par le sud-ouest. Wellington, c'est un très grand bonhomme, Wellington. C'est un très grand personnage. C'est un homme qui a d'abord une première qualité à mes yeux, c'est qu'il est francophile. Napoléon lui-même, quand il partait pour l'exil, on lui demande « Qu'est-ce que vous pensez de Wellington ?» Et il répond « Wellington m'égale en tout, mais il me surpasse en un point, il sait être patient. » Et c'est vrai. À Montereau, l'empereur dirige l'artillerie vers l'ennemi, pointant lui-même un canon, comme il l'avait fait dans son jeune temps à Toulon. Alors que l'ennemi tire dans sa direction et que des dizaines de boulets tombent autour de lui, il aura cette réplique. « Allez, mes amis, ne craignez rien, le boulet qui me tuera n'est pas encore fondu. » Cet homme est un génie de stratégie et de tactique, mais il a aussi l'art de la formule. Et puis, les défaites arrivent. Marcher, marcher encore, courir souvent. 3 jours après la défaite de Laon, Napoléon attaque à Reims et une fois de plus écrase ses adversaires.
Cette campagne est à couper le souffle. Napoléon a souvent dit qu'il gagnait les batailles avec les jambes de ses soldats. S'il gagne cette guerre-là, on ne pourra que lui donner raison. On fait que de marcher. On cherche l'ennemi partout. Il fait froid, il gèle, on n'a pas à manger, on n'a rien. On peut même pas dormir au chaud. On n'a pas envie d'y aller. Mais on va leur en faire voir. On m'a dit plus tard que Schwarzenberg avait dit après cette journée « J'avoue que je tremble, car si je suis vaincu, quel triomphe pour Napoléon et quelle humiliation pour les souverains forcés de repasser le Rhin. » Personne ne sait encore que la bataille de Reims est la dernière bataille gagnée par Napoléon pendant cette campagne de France. Pensant avoir mis pour de bon Paris à l'abri, Napoléon envisage de marcher vers l'Est pour débloquer les garnisons de Metz et Strasbourg avant de revenir en force dans le dos de Blücher et Schwarzenberg. Si la victoire lui sourit, il pourra envisager une négociation en position de force. Le 20 mars, à Arcis-sur-Aube, patrie de Danton, Napoléon ne peut stopper la progression de l'armée de Bohême vers Paris. La bataille dure 2 jours. Les Français se battent à 1 contre 4. Dès le premier jour, Napoléon a su qu'il ne pourrait pas l'emporter. Alors, il combat pour échapper à l'écrasement. Alors après, il a, pendant toute la campagne de France, il joue à faire croire à son état-major, à ses proches, que son génie est tel qu'il y arrivera. Mais en réalité, la disproportion des forces, le fait que toute l'Europe soit quasiment liguée contre lui, fait que la situation est sans issue. Et cette belle campagne, à mon avis, elle est d'autant plus belle qu'elle est désespérée. Napoléon dira qu'il a senti à Arcis-sur-Aube que la situation lui échappait pour de bon. Il dira même « J'ai tout fait pour mourir à Arcis ». Les Alliés ont compris la stratégie de Napoléon. Ils ont intercepté des courriers dans lesquels il annonce qu'il va marcher vers l'Est. Ils se réunissent dans un grand conseil de guerre au cours duquel ils décident de ne plus tenir compte de Napoléon, ébranlé par la défaite d'Arcis. Ils vont désormais marcher droit vers Paris. La fin de la campagne de France, c'est le moment où les Alliés ont compris la stratégie de Napoléon. Ils ont compris que Napoléon essayait de rallier à lui les garnisons de l'Est pour revenir en force sur leurs arrières. Et c'est à ce moment-là que les Alliés prennent enfin, si l'on peut dire, la décision stratégique qui s'imposait, c'est « marchons sur Paris ». Ils ont compris qu'un empire aussi centralisé, eh bien, il fallait non pas le faire pourrir, mais en tout cas le tuer par la tête. Désormais, c'est une lutte à mort qui s'engage. Même avec sa petite armée, Napoléon continue à croire en ses chances. Il faut que Paris tienne coûte que coûte. Mais le pourra-t-elle ? Marie-Louise, une jeune femme de 23 ans, sans aucune expérience, gouverne la capitale. Elle est secondée par Joseph Bonaparte pour les affaires militaires et par l'archichancelier Cambacérès pour les affaires civiles. Aucun des deux n'est à la hauteur. La ville se prépare à résister, mais sans foi et sans véritable chef. On oublie parfois qu'avant d'entrer dans Paris, les Alliés ont livré bataille. Tout le nord et l'est de la capitale a été un champ de bataille, notamment les hauteurs de Montmartre, et aussi bien sûr la porte de Clichy. Il y a encore un monument aujourd'hui sur la place de Clichy qui le montre, où les soldats français, aidés par les jeunes de l'école polytechnique, ont résisté. On parle de 9000 morts et blessés de chaque côté. Ça veut dire quand même une bataille assez importante. D'ailleurs, cette bataille elle a été menée de façon tout à fait volontaire, motivée par les maréchaux. Et puis il y a un moment où les 3 maréchaux principaux, Marmont, Mortier et Moncey, se sont rendus compte que tout ça allait se terminer par des batailles de rue et peut-être la destruction de la ville. Et c'est aussi pour ça que Joseph Bonaparte les a autorisés à négocier la capitulation. Le 28 mars 1814, Joseph convoque un conseil pour décider si l'impératrice et le roi de Rome doivent ou non quitter la ville. Le conseil penche d'abord pour la résistance. C'est alors que Joseph exhibe 2 lettres de l'empereur qui l'autorisent à abandonner la capitale en cas de grand danger. Il tranche. L'impératrice, le roi de Rome et le gouvernement doivent évacuer la capitale et se replier sur la loi. Mais tout le gouvernement n'est pas parti. Talleyrand est parvenu à rester dans la place.
Son heure a sonné. Talleyrand a très vite compris que la situation en 1814 était perdue pour Napoléon et qu'il avait une carte à jouer. Et Talleyrand trouve le moyen de rester, sachant qu'il vaut mieux être sur place pour négocier proprement les choses qu'être à 150 km de la capitale avec les vaincus, si j'ose dire. Talleyrand fait mine de quitter Paris et Rémusat le fait arrêter, lui déclarant que les portes de Paris sont désormais fermées. Ça se passe le 30 mars dans la soirée. Talleyrand, donc, sur les ordres de la garde nationale, rentre blanc comme neige dans son hôtel de la rue Saint-Florentin et il est donc là sur place pour pouvoir négocier ce qu'il y a à négocier avec les Alliés qui vont entrer dans Paris le lendemain. Ce 30 mars 1814, nous n'avons plus que quelques heures de galop avant d'arriver dans les faubourgs de la capitale. Nous entendons le canon. Lorsque Napoléon apprend que les Alliés marchent sur Paris, évidemment, il renonce à sa stratégie vers l'Est, et lui veut rejoindre Paris le plus vite possible, et il prie le ciel que les Parisiens et la garnison de Paris résistent suffisamment longtemps pour qu'ils puissent arriver dans la capitale, prendre le commandement de la garnison, et se battre contre les envahisseurs. L'empereur est angoissé. Il faut que la ville tienne, un jour ou deux. Alors il sera là, prendra la tête des troupes et délivrera sa capitale. Alors l'ennemi n'aura pas d'autre solution que d'accepter de négocier. Mais Joseph n'est pas Napoléon. On a beaucoup parlé du comportement de Joseph Bonaparte au moment de la prise de Paris. Alors Joseph était lieutenant de l'empereur, c'était le conseiller militaire de la régente, Marie-Louise, donc il aurait dû conduire la résistance jusqu'au bout. Et puis Joseph, il faut quand même rappeler sa personnalité, c'est pas du tout un militaire, il est général de division, mais parce qu'il a été le frère de l'empereur, c'est pas un homme de bataille, hein. Les quelques batailles qu'il a commandées en Espagne ont tourné à la catastrophe, et Joseph le sait. Donc il laisse les maréchaux diriger la bataille, puis lui il observe tout ça, et il se rend bien compte que les choses ne pourront pas tourner à l'avantage des Français. Le 30 mars 1814, vers 10h30 du matin, alors qu'il se trouve à Montmartre pour surveiller les opérations, Joseph réunit un conseil de défense qui conclut au caractère inévitable de la capitulation de Paris. Il autorise les maréchaux à la négocier, puis abandonne la capitale à son sort pour rejoindre Rambouillet. Napoléon est à ce moment-là à peut-être 2 heures, 3 heures de route de Paris, et c'est au moment où il arrive à Juvisy qu'il voit passer des cavaliers. Ces cavaliers sont des cavaliers de la garnison de Paris, donc il s'en étonne, il appelle le général Belliard qui commande les cavaliers, et Belliard lui révèle que Paris a capitulé. Alors c'est une scène extrêmement pénible pour tout le monde, puisque Napoléon entre dans une énorme colère, qui est ensuite suivie par de l'abattement. Alors il a autour de lui Caulaincourt, Maret, Berthier, tout le monde essaie de le raisonner. Il veut marcher sur Paris, et il veut même y marcher à pied, puisqu'il part sur la route à pied pour essayer d'aller tout seul, en quelque sorte, libérer Paris. On a un mal fou à le rattraper. Les témoins disent qu'il a marché pratiquement 1 lieue, c'est-à-dire 4 km. Et donc finalement, on arrive à le calmer et à le convaincre d'aller prendre ses quartiers au château de Fontainebleau, qui n'est pas très très loin, où il va arriver au petit matin et où il va s'installer pour les 20 derniers jours de son règne. Nous arrivons à Fontainebleau au petit matin du 31 mars. Il me demande d'aller voir moi-même ce qui se passe dans la capitale. Je reprends la route, toujours au galop. L'empereur m'a fait demander de rester dans la ville, de voir le tsar, de tenter d'ouvrir la négociation. C'est ainsi que le 31 mars, j'ai assisté à l'entrée des Alliés dans Paris. Quand les Russes arrivent à Paris, les Parisiens sont tétanisés d'angoisse, en se disant ils vont mettre Paris à feu à sang, que va-t-il nous arriver? Ce diable de Talleyrand a réussi un coup de maître. Il a réussi à faire croire au tsar qu'il y avait du danger à habiter dans un palais impérial, et à le convaincre à venir habiter chez lui. C'est donc dans son hôtel de la rue Saint-Florentin que va se jouer le sort de la France. Il a laissé à Alexandre ses beaux appartements, et lui s'est replié sur l'entresol. Il ne sera jamais loin. Talleyrand, qui effectivement voit son heure venue au moment où le conseil de régence, Joseph et Marie-Louise, quitte Paris, et qui décide de saisir l'occasion au vol pour devenir le maître d'œuvre de la transition politique, du changement de régime.
Le tsar a donné son accord à Talleyrand pour avancer. Le diable boiteux tient sa revanche sur Napoléon. Il va utiliser ses propres institutions pour le faire tomber du trône. Son idée de génie, se servir du Sénat. C'est au Sénat que va penser Talleyrand. C'est le Sénat qu'il va convoquer, en toute illégalité d'ailleurs, car il n'a pas constitutionnellement les moyens de le faire, ou la possibilité de le faire, c'est Cambacérès qui aurait pu le faire. Et c'est ce Sénat-là, convoqué le 1er avril, qui va voter la déchéance de Napoléon et rappeler le comte de Provence, Louis Stanislas Xavier, frère du dernier roi, au pouvoir, comme roi des Français et non pas comme roi de France. Dès les premières heures, j'ai compris que c'était sans espoir. Ces hommes qui doivent leur fortune et leur carrière à Napoléon s'assemblent et votent la déchéance de l'empereur. Terrible moment. On a compris que Napoléon, qu'on continue à aimer dans la France, qu'on continue à respecter, eh bien Napoléon doit laisser la place. Et c'est très très en douceur, c'est quand même inouï qu'après une crise pareille, on arrive à avoir une solution qui arrive tellement en douceur. C'est le retour d'abord du comte d'Artois et puis ensuite de Louis XVIII. Talleyrand tient sa restauration des Bourbons. Le tsar tient sa victoire sur son ennemi. L'Angleterre tient le rabaissement de la France en Europe. Je suis une sorte de diplomate du désespoir. L'agonie de Fontainebleau vient de commencer. Elle va durer 20 jours. Le tsar m'a bien reçu, mais il a fermé la porte à tout arrangement avec Napoléon. Il doit, dit-il, quitter la scène du monde. Mais que faire de lui? Les Anglais le verraient bien prisonnier, loin de l'Europe. Il parle déjà de Sainte-Hélène, cette petite île perdue au milieu de l'Atlantique. Napoléon lui avait dit, parmi les possibilités, « Pourquoi est-ce que je ne me retirerais pas en Écosse ?» au fort Belvedere, un fort dans le nord de l'Écosse. Et Caulaincourt en avait parlé à Castlereagh, et Castlereagh n'avait pas été hostile à cette idée, et pourquoi pas, au fond, droit d'asile, pourquoi pas Napoléon au nord de l'Écosse. Mais les autres alliés n'ont pas voulu en entendre parler. Les Prussiens le fusilleraient bien, c'est dans leur manière. Les Autrichiens ne savent pas trop quoi faire. La fille de leur empereur est toujours régente sur le papier, et se prennent parfois à rêver qu'elle gouverne au nom du petit roi de Rome, un Napoléon II de 3 ans. L'aiglon, la préoccupation permanente de l'empereur. J'ai la certitude que parfois, la nostalgie le gagne aussi. Son passé, sa famille, son île natale. Psychologiquement, lorsqu'on est en état de faiblesse, sans doute on pense à son environnement natal où on était bien. On était bien dans son cocon familial. Et au fur et à mesure qu'il se rend compte de sa vulnérabilité, on va dire qu'il devient de plus en plus humain et il pense de plus en plus à la Corse. C'était il y a à peine 3 décennies. Quel chemin parcouru! Mais voilà que les conflits de sa jeunesse le poursuivent et ressurgissent. Je pense que la mort de son père et le moment où il devient pratiquement le chef de la famille est un moment extrêmement important. Alors on a une génération, une espèce de génération spontanée qui est sortie de la Révolution française, donc des gens de petites conditions qui ont accédé à un pouvoir suprême très vite, qui sont allés plus haut que n'importe qui avant eux, et on arrive en 1814 à une chute. Paoli a 64 ans en 1789, Napoléon 20. Je ne vais pas plus loin, on comprend très bien, il y a là une différence. Il voit effectivement dans ces jeunes ambitieux des fauteurs de troubles, des gens qui vont entraîner des problèmes, et les problèmes ils seront pour la Corse. Il y a un conflit de génération entre le vieux, entre guillemets, Pascal Paoli, qui approche la soixantaine, et les jeunes qui disent bon ben voilà, maintenant c'est à nous de jouer, donc on se positionne, on courtise au mieux l'ancêtre, et le plus malin va gagner. Et bon, le plus malin, ça a été Pozzoliborg dans un premier temps. Bien sûr, Pascal Paoli,
celui qu'il admirait tant pour avoir voulu faire de la Corse un royaume parlementaire, celui que Voltaire et Rousseau encensèrent, et dont la réputation fit le tour du monde, est mort en 1807. Et puis il y a l'adversaire numéro 1, c'est-à-dire Pozzo, qui lui va jouer un rôle politique auprès de Paoli dans un premier temps, dans le royaume anglo-corse dans un deuxième temps, va partir de Corse avec les Anglais, va rebondir en Angleterre puis en Russie, et va revenir dans les fourgons du tsar en 1814. Il va aller en Angleterre, il va aller en Autriche, et c'est en Autriche que tout change pour lui, parce qu'il fait la connaissance de l'ambassadeur de Russie en Autriche, qui lui conseille de partir à Saint-Pétersbourg auprès du ministre des Affaires étrangères, qui va l'embaucher en tant que conseiller spécial Bonaparte. Charles-André est aujourd'hui devenu l'un des premiers conseillers du tsar et pousse à la perte de l'empereur. Finalement, après discussion, le tsar propose l'île d'Elbe, au large de l'Italie, comme lieu d'exil de l'empereur. De retour à Fontainebleau, je lui en parle. Il m'écoute, mais ne décide rien. Il est convaincu de réussir son offensive vers Paris. Mais pour cela, il a besoin de troupes et de chefs. Or, les maréchaux n'en peuvent plus. Ils veulent sauver leurs biens, leurs richesses, mais pensent aussi à la France et au risque de guerre civile. On est dans la situation d'un pouvoir très éclaté entre Napoléon, qui se considère encore comme empereur à Fontainebleau, la régente Marie-Louise, qui est entourée du roi Joseph, le frère de Napoléon, et de Cambacérès, qui sont à Blois, et qui représentent la légitimité du pouvoir aussi, que leur avait confié Napoléon, et puis le gouvernement provisoire à Paris, à la tête duquel se trouve Talleyrand, qui négocie avec les puissances alliées. Donc, les maréchaux sont au courant de ça, et ils voient qu'on va effectivement vers une guerre civile si on adopte la position jusqu'au boutiste qui semble être celle de Napoléon. Le 4 avril, les maréchaux décident de rencontrer l'empereur. Alors, dans la grande collection des traîtres de 1814, évidemment, les maréchaux tiennent une place particulière et on nous a toujours dit qu'ils avaient forcé, lors d'une scène qui a eu lieu le 4 avril 1814 dans le cabinet de travail de Napoléon à Fontainebleau, ils ont forcé l'empereur à abdiquer. En réalité, je peux presque affirmer que la scène, si elle a eu lieu, n'a pas eu lieu du tout comme on l'a raconté. En fait, elle a été inventée par les royalistes dans les jours qui ont suivi pour montrer que Napoléon était seul. Tout le monde abandonnait Napoléon. C'est un article du Journal des débats du 9 avril, donc 5 jours plus tard, qui annonce que les maréchaux ont menacé Napoléon et l'ont obligé à abdiquer. Les maréchaux ont certes contredit Napoléon sur son intention d'attaquer Paris, mais ils l'ont fait totalement dans le respect de l'étiquette et dans le respect de leur empereur, de leur chef. Les maréchaux sont partis. Rien n'a été décidé. Et finalement, c'est moi, Caulaincourt, le fidèle des fidèles, qui réussit à lui arracher, doucement, patiemment, sans cri, la seule décision possible, une abdication conditionnelle. Napoléon exige que son fils puisse monter sur le trône. Je dois le négocier avec le tsar. Caulaincourt est l'envoyé de Napoléon auprès de ses puissances. Il n'est pas le seul, il y a aussi des maréchaux, le maréchal Ney, le maréchal MacDonald, mais Caulaincourt est sans doute le plus proche de l'empereur. Et c'est avec Caulaincourt et avec son secrétaire Maret que Napoléon va mettre au point son premier acte d'abdication, qui est un acte d'abdication conditionnel, qui est que l'empereur signe le 4 avril 1814 et que Caulaincourt va être chargé d'apporter aux puissances alliées. C'est un acte d'abdication où l'empereur abdique en faveur de son fils, en faveur du roi de Rome. Ce qui veut dire que, normalement, la dynastie continue. Juste avant de rencontrer le tsar, j'apprends la plus horrible des catastrophes. Le corps d'armée du maréchal Marmont, qui plus que les autres doit tout à l'empereur, vient de passer à l'ennemi. Il va probablement, sur les conseils de Talleyrand lui-même, penser qu'il est l'homme de la situation et de la paix. Et cette auto-persuasion qu'il pourrait être à ce moment-là l'homme de la situation va faire
que sur les conseils de Talleyrand et de beaucoup d'autres du gouvernement provisoire, il va accepter de retourner son corps d'armée, qui est à Essonne, qui est, si vous voulez, l'avant-garde de ce qui reste de l'armée napoléonienne de Fontainebleau, a accepté la défection de son corps d'armée qui va se retirer vers Versailles le 5 avril 1814. On dit, étant donné son titre, le duc de Raguse, on parle d'une trahison comme d'une ragusade depuis cet épisode du mois d'avril 1814. On peut comprendre que Marmont ait voulu aussi éviter une effusion de sang inutile. Marmont est aussi motivé par le fait que, contrairement à ce que croit Napoléon, il n'a plus que quelques milliers d'hommes en état de combattre, ce qui, pour un chef de corps d'armée, est une préoccupation essentielle. Et donc Marmont passe un accord avec les Alliés pour retirer ses troupes qui menacent Paris, et donc, cette fois, compromettre définitivement la position militaire de Napoléon. Le tsar le sait. Il sait tout. Il sait que Napoléon n'a presque plus d'armée. Il sait qu'après Marmont, d'autres maréchaux sont prêts à rejoindre Talleyrand. Il sait que l'empereur ne pourra plus jamais l'attaquer à Paris. Il n'y a plus rien à négocier, juste sauver ce qui peut l'être. Alexandre me confirme que si Napoléon se retire, il continuera à défendre la solution de l'île d'Elbe. Il ne me reste plus qu'à convaincre mon empereur. Bien sûr, Caulaincourt sert son maître avec devoir et un grand sens de l'honneur, mais il va aussi dans le sens d'un départ, d'une sortie de crise, et puis d'une sortie de Napoléon par le haut. Et donc, sans dire qu'il le pousse dehors, il aide quand même beaucoup à ce que Napoléon quitte la scène. À chaque minute, l'empereur apprend qu'un de ses fidèles le quitte. Après Marmont, c'est Lefebvre. Après Lefebvre, c'est Ney. Un moment, il accuse même le fidèle Berthier de l'avoir abandonné. Et je repars pour Paris, une fois encore. Cette fois, Napoléon a accepté une abdication sans condition que je dois échanger contre un traité, contre l'île d'Elbe. À chaque étape, je dois rendre compte à l'empereur, lui faire accepter chaque mot, chaque ligne. Et lui me fait attendre, discute chaque point. Il menace même de ne pas le signer. Mais il n'a plus le choix. Le 11 avril 1814, je prends la responsabilité de signer le traité. C'est le meilleur texte qu'on pouvait espérer. Je me jure de le faire accepter par l'empereur. Lorsque j'arrive à Fontainebleau, il me dit qu'il signera plus tard. Demain, tout sera fini. Donc Caulaincourt revient, essaye de convaincre Napoléon, qui est dans un état à la fois d'abattement et d'excitation. Il traverse ce qu'on appellerait aujourd'hui une phase dépressive. Et ça, c'est assez net. Tous les gens qui l'ont vu pendant cette période à Fontainebleau le disent. Donc à la fois des périodes d'abattement très fortes et puis des périodes d'excitation où il pense qu'il va pouvoir reprendre les choses en main. Donc Caulaincourt est là pour essayer d'expliquer, d'apaiser et de faire en sorte qu'on agisse à peu près rationnellement. Ce soir du 12 avril, il est triste. Il nous retient à dîner, MacDonald et moi, mais nous laisse manger seuls. Il reste dans sa chambre. Il dit qu'il signera demain. Il a les idées bien noires. On peut penser que c'est un homme physiquement et moralement épuisé qui arrive au bout de cette aventure qui a duré plusieurs mois d'une tension extrême où il a essayé jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, de retourner la situation, et dans un contexte de très grande dépression, de très grand désenchantement aussi, parce que à ce moment-là, il est seul, ou presque. Il reste désormais une vingtaine d'officiers autour de lui. Sa femme, il n'a plus de nouvelles de sa famille, ses frères l'ont lâché. Bref, c'est la très grande solitude qui suit la défaite. Ne pouvant survivre au déshonneur de la France, Napoléon vient de se laisser aller à la faiblesse de s'empoisonner. Napoléon va effectivement avoir une baisse de morale. Une baisse de morale qui va le conduire, dans la nuit du 12 au 13 avril, à un acte, non pas désespéré, mais un acte probablement volontaire, décidé. Il va tenter de mettre fin à ses jours en absorbant du poison
Mais ce poison est un poison qui a probablement été ou de mauvaise qualité ou qui a été éventé parce qu'il est trop ancien. Et grâce à l'intervention du chirurgien de service, qui était le chirurgien Ivan, Napoléon va vomir et il va donc être sauvé en quelque sorte. La mort n'a pas voulu de lui. Napoléon devra vivre. De son destin, l'empereur n'était pas dupe. Il avait dit un jour à Bessières, en 1805, « Je suis l'instrument de la Providence. Elle me soutiendra tant que j'accomplirai ses desseins. Puis elle me cassera comme un verre. » Et on peut dire que finalement, il a été victime de son étoile, cette étoile à laquelle il croyait tant, c'est-à-dire que la mort n'a pas voulu de lui. Finalement, le 13 avril au matin, Napoléon ratifie le traité que j'ai signé. Cette fois, l'Empire est définitivement tombé. À Paris, les royalistes tiennent à présent le pouvoir. Le comte d'Artois prépare le retour de son frère Louis XVIII. Louis XVIII est, à mon sens et à mes yeux, au sein de la famille des Bourbons, et plus largement encore, l'un des personnages les plus intelligents et les plus politiques qui ait jamais existé. Il a cette capacité d'adaptation, cet opportunisme qui a fait que, probablement aussi sous l'influence de son séjour prolongé en Angleterre, il va accepter les acquis de la Révolution française et il va accepter au fond d'instaurer en France le premier véritable régime parlementaire qui ait jamais existé. Ce diable de Talleyrand pense avoir bien réussi son coup. Mais c'est Louis XVIII qui aura le dernier mot. Le prince boiteux a trouvé son maître. Napoléon me demande un dernier service. Essayer de ramener près de lui sa femme et son fils. Mais ici aussi, tout est perdu. Marie-Louise a peur. Elle se rappelle du sort de Marie-Antoinette, guillotinée le 16 octobre 1793. Alors, elle court se réfugier auprès de son père, l'empereur d'Autriche, à Vienne, avec son fils, notre petit roi de Rome. C'est sans sa famille que l'empereur partira pour l'île d'Elbe. À Fontainebleau, c'est l'heure de partir. Je n'étais pas là lorsque Napoléon a dit adieu à sa garde, le 20 avril 1814. On m'a rapporté ces quelques phrases. « Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Avec des hommes tels que vous, notre cause n'était pas perdue. Mais la guerre était interminable. C'eût été la guerre civile et la France n'en serait devenue que plus malheureuse. J'ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de la patrie. Je pars. Adieu, mes enfants. Je voudrais vous presser tous sur mon cœur, que j'embrasse au moins votre drapeau. » Ce qu'il y a de magnifique, c'est, comme d'habitude, la formidable orchestration de ces adieux. C'est-à-dire qu'il parle non seulement aux soldats qui sont là, et il sait leur parler, comme personne, vraiment, sauf peut-être Jules César, n'a su parler aux soldats. Il s'est remué en eux tous leurs souvenirs, toute leur gloire, tout ce qu'ils ont vraiment partagé ensemble. Et ça, c'est un moment magnifique, de beauté, qui d'ailleurs émeut même les représentants des puissances qui sont là, et certains pleurent même. Et puis, Napoléon est allé régner sur cette minuscule île d'Elbe. Cet homme a gouverné le monde, et le voici souverain d'une sous-préfecture. Pour combien de temps? En dépit du fait qu'il, bien sûr, il a fallu le convaincre d'abdiquer, son attitude, en 1814, recèle quand même pas mal de grandeur. D'abord parce que, eh bien, il n'a pas sacrifié l'intérêt national à son sort personnel. On a connu d'autres dictateurs qui se sont fait enfouir sous les ruines de leur capitale. Napoléon, ça n'est pas ça. Napoléon, c'est un homme des Lumières, c'est un homme de serment aussi, même si, bien sûr, il n'a pas eu une attitude rectiligne pendant toute sa vie, mais au moment essentiel de 1814, il fait déjà preuve de ce que Dominique de Villepin a appelé pour 1815 un esprit de sacrifice.
Oui, Napoléon s'est sacrifié sur l'autel de l'intérêt national en 1814. Il pensait qu'il partait pour toujours. Évidemment, l'histoire continuera avec son retour de 1815, mais quand même, en 14, il décide de sacrifier son sort personnel à l'intérêt national. Le 1er mars 1815, Napoléon sera de retour en France. 20 jours plus tard, il remontera même sur son trône. Pour 100 jours. Waterloo sera son tombeau. Et moi, Armand de Caulaincourt, après l'avoir une fois de plus servi pendant son bref retour, me voici volontairement reclus dans mon petit château. J'écris encore. Je sens que mes forces m'abandonnent.